d'être là, même si on n'est pas très nombreux. Et merci beaucoup pour votre accueil et votre invitation. Donc voilà, je suis donc artiste et enseignante en arts plastiques à l'Université de Strasbourg, où j'ai commencé très récemment. Aujourd'hui, je vais un peu parler de plusieurs choses qui sont en lien avec mes recherches artistiques et réflexives, qui sont aussi en lien beaucoup avec ma recherche doctorale en arts plastiques que j'ai soutenue il y a quelques années. Donc, il s'agit en gros à partir de ma pratique personnelle, de saisir un peu c'est une situation de déplacement que j'ai moi-même vécu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au fait dans ce déplacement entre un pays africain, et en l'occurrence pour moi nord-africain, et une capitale européenne qu'on ne connaît pas. Et ensuite, sur les mutations, ce que j'appelle les mutations silencieuses vécues dans ce corps étranger qui s'est déplacé, qu'est-ce qui s'opère en lui dans cette rencontre avec une ville occidentale, capitaliste et européenne. Parce que enfin, ce que je vais développer aussi, c'est que il y a un certain nombre de repères qui sont perdus, une forme de solitude aussi, un changement de statut. On était quelqu'un qu'on reconnaît, par exemple, dans son quartier, dans la rue, etc., pour ne devenir un anonyme, avec un statut administratif d'étranger à durée déterminée. Enfin, c'est une situation qui touche plusieurs personnes, plusieurs catégories de personnes, que ce soit des étudiants étrangers, des travailleurs étrangers, etc. Et donc, comment, au fait, à partir de cette situation, on peut réfléchir à en tout cas, comment moi, j'ai spontanément, au début, mis en place des situations artistiques dans lesquelles cette subjectivité donc, de ce corps, au fait, ce corps étranger, pourrait exister, pourrait se réinventer. Parce que effectivement, dans ce déplacement aussi, dans cette, comme je disais, cette perte de repères, de statut et ce statut aussi d'anonyme voilà, qui est propre aux grandes villes, il y a une perdition de soi, il y a une dispersion d'un soi qui m'a beaucoup intéressée pour l'avoir vécu, mais aussi, même si maintenant je suis devenue extrêmement familière, etc., c'est un peu mais c'est un peu cette période du début qui m'a beaucoup intéressée. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps? Comment il se transforme? Comment on se perçoit? Encore une fois, en tant qu'étranger. Et particulièrement dans ce déplacement entre un pays plus largement africain et européen. Donc, mais avant de commencer sur ce sujet particulièrement, je, j'ai développé un peu pour cette conférence, parce que j'ai toujours parlé de l'étranger, pour parler de cette expérience. Mais au fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai, en tout cas pour mon cas, c'est-à-dire d'une personne venue d'un pays nord-africain ou d'Afrique de l'Ouest en France, qu'on était totalement étranger. Et j'avais développé cette notion d'étranger familier, qui est un oxymore, pour parler de la spécificité de ce sujet postcolonial. Donc, j'ai un peu développé cette notion d'étranger familier pour cette conférence. Donc, je vais commencer avec ça. Et ensuite, je passerai à une expérience peut-être beaucoup plus sensorielle, plus esthétique et plus spécifique à ce qui se passe dans le corps. Voilà. Et également du point de vue artistique. Donc, voilà, comme je disais, partir d'un pays du Sud, en l'occurrence d'Afrique du Nord, pour atterrir dans une métropole européenne, en France, pour mon cas, confronte ce dernier à une expérience de l'étrangeté. Pourtant, c'est un pays qui, a priori, un étudiant maghrébin, par exemple, connaît très bien, ayant grandi dans un pays postcolonial,
où perdure profondément la culture française. Donc cet étudiant, si on prend ce cas, ce qui était aussi le mien, donc il est francophone, il regarde la télé française depuis qu'il est tout petit. Et cette langue est présente dans les institutions publiques et privées, à côté de la langue arabe pour le Maghreb. Donc il y a une familiarité culturelle évidente à travers cette langue qu'il ou elle maîtrise, écrit, comprend, voire parfois qui représente pour lui sa seule langue du savoir. Je dis ça aussi parce que en France, j'ai souvent eu la remarque qu'on me dise ah bon, t'es pas né ici, comment ça se fait que tu maîtrises le français? Et au fait, je soulève cette question parce que j'ai trouvé qu'il y avait enfin on savait pas quoi, oui, une forme d'ignorance par rapport à cet aspect pour des populations d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, encore une fois, par rapport à la France. Donc, et puis, à côté de ça, il y a un certain mythe de la France, je vais plutôt parler de la France, plus largement de l'Europe d'ailleurs, qui n'est pas entaché par l'histoire coloniale, qui est sous-jacent, qui est présent dans les espaces de la ville, donc de cet étudiant. Pour prendre cet exemple, dans son quotidien, par exemple à Tunis, les noms des rues, des établissements publics, des quartiers restent des noms issus de l'héritage colonial, mais en plein centre-ville, c'est-à-dire on est à l'avenue de Paris, avenue Jean Jaurès, quartier Lafayette, etc. C'est nos repères. C'est comme ça qu'on se repère dans notre ville. Et donc cette coexistence, elle est là, mais au fond, elle n'est jamais réellement débattue et discutée du point de vue historique et plus largement du point de vue public. Donc, donc voilà, en même temps, cette histoire, elle est coloniale, est absente dans les savoirs inculqués dans nos pays, en tout cas pour mon cas, et de la culture à proprement parler. Les cours d'histoire à l'école, dans la sphère familiale, dans les médias, elle est pas très présente. Donc, il y a, comme je disais aussi, un certain mythe de la France. C'est une image construite, entretenue, mythifiée, qui est construite dans nos imaginaires, nourrie par la radio, la télévision, les émissions, les films, etc. Donc c'est le pays des droits de l'homme, il fait bon y vivre, là-bas c'est propre, évolué, les gens sont polis, la marchandise qui nous arrive, nous, par la publicité, a l'air non seulement incroyable, mais représente symboliquement une élévation sociale, voire même, mais ça aussi dans l'esprit d'un adolescent, des marqueurs de civilité. Bref, c'est un pays évolué où tout est à disposition pour ses citoyens dans le respect de chacun. Par ailleurs, et par contre, l'image des quartiers populaires français où habitent les groupes sociaux donc, les plus précarisés, majoritairement originaires des migrations postcoloniales, nous parvient par une représentation assez négative, biaisée, une image, je dirais, un peu maltraitée. Et ces groupes sociaux, encore une fois, ce qui parvient par la télé, par le discours public radiophonique ou télévisuel, ces groupes sont souvent invisibles. Et s'ils sont exposés, ils vont être exposés plutôt comme des groupes violents, précaires, blessés, enfin des images extrêmement négatives. Donc, donc voilà, c'est un peu aussi pour un peu faire le tour de ce paysage mental dans l'imaginaire voilà, culturel de notre représentation à partir de nos pays avant de venir. Je généralise un peu, hein, évidemment, tout ça peut être très nuancé, mais je pense qu'on peut le présenter quand même ainsi. Donc voilà, encore une fois, pour revenir aussi à l'histoire coloniale, elle est quasiment absente hein, dans nos enseignements, dans nos débats, dans les savoirs inculqués.
Et également aussi, par exemple, la réalité du système capitaliste néolibéral occidental est également assez absent dans des débats publics. Je généralise, hein, mais je dis, voilà, au-delà des cercles spécialistes, activistes, etc. Donc, après, évidemment, arrivé en France aussi, mais c'est exprès que je parle un peu de ce décalage. Cette histoire aussi est quasiment inexistante dans les discours publics, hein. Je dirais même qu'elle commence un peu à émerger, mais encore une fois, discours public que depuis très très peu d'années. Il faut aller vraiment piocher chez les historiens spécialistes, les philosophes et les penseurs de la postcolonialité, tels que Salwa Boulbina, Achille Mbembe, ou encore plus loin, je veux dire précédemment, Albert Memmi, Frantz Fanon, etc., pour trouver des sources essentielles pour réfléchir ce corps postcolonial qui est mien, qui est c'est aussi ce déplacement d'un pays, comme je disais, africain vers un pays. Donc, les mécanismes de ce déplacement, l'imaginaire qui conduit à ce déplacement. Comme disait Achille Mbembe, avoir un passé commun ne signifie pas nécessairement l'avoir en partage. Donc voilà. De l'autre côté, donc pour revenir un peu à nos pays africains et particulièrement peut-être au Maghreb, on croit connaître la France, mais au fait, on ne fait qu'ingérer une image exportée de ce pays, voilà, par sa politique culturelle, institutionnelle, médiatique, littéraire aussi, etc. La maîtrise de la langue y est aussi pour beaucoup. Elle façonne nos imaginaires. On connaît, comme je disais, la littérature, la musique, le cinéma français, les émissions télé, les chanteurs et même sa politique interne. Je parle aussi davantage pour mon cas, quand c'était l'État dictatorial sous Ben Ali, où évidemment c'était une censure politique énorme sur le fait de s'exprimer politiquement, de s'opposer à ce régime dictatorial et policier. Et donc le focus de l'attention sur le politique était sur la France. C'est ce qui faisait que nous connaissions parfaitement la politique interne française. Donc voilà, tout ça pour dire aussi que le choix de partir en France ou en Europe n'est pas un choix de dire un bon matin, tiens, je vais peut-être partir là-bas. Non, c'est un choix déjà là, enfin déjà conditionné. Les frontières sont déjà présentes dans les imaginaires. Des frontières d'ailleurs très paradoxales parce que c'est des frontières évidemment de visa, administratives, policières, et en même temps un imaginaire qui est totalement, et un savoir et une culture qui est complètement au-delà des frontières, qui ne connaît pas de frontières. Donc aussi, par exemple, on intègre aussi très tôt que voilà, les Européens viennent quand bon leur semble, en touriste ou en tant qu'expat dans les corps diplomatiques ou dans les instituts français, etc., ou à travers des sociétés de services ou d'extraction d'hydrocarbures ou de délocalisation d'usines. Donc ils sont là, et il n'y a pas de problème. Enfin, on entre, on sort comme on veut. Et on intègre très vite une infériorité de droit. Simplement un droit essentiel, hein, humain, fondamental, qui est le droit de la circulation. Aussi, l'interdit d'aller sur le territoire européen. Même si, évidemment, pour des raisons voilà, complètement différentes, hein, c'est pas pour ouvrir des entreprises, mais c'est pour les études, le travail, l'exil politique, pour différentes raisons beaucoup plus précaires au fond. Donc, je dis ça aussi en pensant, enfin, en prenant en compte que cette possibilité
d'avoir un visa très facilement, etc. Et évidemment réservé à une classe bourgeoise qui a des liens aussi avec une certaine classe politique, administrative, qui a des passe-droits, qui est voilà et qui ne représente finalement qu'une toute petite partie de ces populations-là, une toute petite minorité, mais qui a évidemment qui a accès à des privilèges énormes de ce point de vue-là et d'autres points de vue. Donc, nos passeports africains, nos cartes ce sont des cartes de circulation, hein, ne nous permettent pas d'envisager le monde comme un vaste territoire d'expériences, de découvertes, de perspectives. En fait, nous sommes d'emblée conditionnés par le fait de vouloir ou d'aspirer à partir en Europe et du fait de cette présence culturelle et sociale et économique et linguistique qui perdure encore aujourd'hui. Et comme je disais, ce conditionnement est déjà aussi presque avant notre naissance. Alors, il est déjà là, quoi. C'est pas, encore une fois, je fais tourner le globe terrestre en disant ah si j'allais là ou voilà, il y a une forme de continuité au fait. Donc en cela le postcolonial je dirais n'est pas une notion, un concept abstrait, il est vraiment notre imaginaire, notre histoire, nos frontières et surtout il est inscrit dans nos corps. Il fait partie de nos corps et de nos consciences. C'est à partir des frontières matérielles, administratives et socio-économiques que nous envisageons le monde. Mais il est vrai que cette conscience du postcolonial aussi vient souvent, justement, après le déplacement, en post-déplacement, c'est-à-dire ayant justement franchi ou réussi à franchir ces frontières. Donc c'est dans cette friction avec, moi je prends le cas de l'Afrique du Nord avec la France, et la découverte de la force du déni, du refoulé quant à l'histoire commune, cette histoire commune, comme faisant aussi partie intégralement de l'histoire nationale, de l'un et de l'autre, que va émerger un malaise chez cet étranger-là. On peut appeler étranger postcolonial, j'ai appelé ici l'étranger familier, ça peut être l'étranger intime, voilà. Donc va émerger une incompréhension, un malaise, un problème. Surtout si cette histoire n'est pas d'une part prise en charge par les deux protagonistes, la voix de, entre guillemets, l'ex-colonisé et la voix de l'ex-colonisateur. Mais elle est sans cesse centrée sur le second, sous couvert de discours universalistes, une histoire au fond qui est totalement déformée, stéréotypée, radicalement niée, sans que la voix des premiers ne soit entendue, écoutée, voire on lui nie toute forme de prise de parole, bref, et c'est un mot qui a du poids, de légitimité. Donc voilà, je voulais un peu introduire ce point-là, qui n'est pas au fond complètement mon sujet, mais même si il traverse au fait ma réflexion, ma pratique, etc. Mais au moins pour retenir 2 points précis sur lesquels que je vais développer, que je vais ramifier. Le décentrement du regard et la pluralité, l'importance de faire émerger justement cette pluralité des voix. Évidemment dans les conditions qui leur permettent d'émerger. C'est-à-dire comment créer des conditions pour que ces voix plurielles puissent émerger et puissent être légitimées. Donc voilà. Et si je fais un recul et je regarde les choses aussi d'une manière très générale, pourquoi j'aborde cette problématique-là, c'est parce que tout simplement on ne regarde pas le monde de nulle part. Comme on n'écrit pas, réfléchit pas, on n'envisage pas le monde de nulle part, quoi. On le réfléchit, on
on écrit, on crée, on parle à partir d'un endroit particulier, d'une place. Et cette place n'est pas simple à définir, parce qu'elle est extrêmement ramifiée. Elle est même stratifiée, je dirais. Cette place, elle commence par la situation la plus matérialiste. J'écris ou réfléchis à partir de ma table de travail, dans ma chambre, dans telle rue, tel quartier, tel arrondissement, telle ville. Mais aussi depuis le territoire de mon histoire personnelle, qui est déjà encore plus complexe, mon appartenance à une histoire collective. Mais même si c'est une histoire collective, elle m'est constitutive intimement, jusqu'à mon imaginaire singulier, mes aspirations, mon désir d'émancipation. Bref, et c'est un point qui est assez important pour moi, c'est que nous sommes des êtres situés. Et nos temporalités dépassent aussi la durée d'une vie. C'est-à-dire ce qu'on porte comme histoire, au pluriel, comme temporalité, dépasse simplement la durée ou l'intervalle entre ma naissance et ma mort. Donc voilà. Et puis évidemment cette question de la place qui est un peu centrale pour moi parce que qui vient d'expériences vécues aussi, m'a beaucoup occupée en tant qu'étrangère en France et précisément en tant que Tunisienne, maghrébine, voilà, issue d'une histoire comme je disais commune, partagée, franco-tunisienne, évidemment l'histoire coloniale. Parce que encore une fois, la maîtrise du français ne vient pas de nulle part. Mais après, quoi en faire? Et c'est évidemment, je dirais que c'est pas que du négatif, loin de là. Donc le rapport aussi à l'histoire, ça c'est une image que j'avais entendue une fois et qui m'a beaucoup interpellée. L'histoire n'est pas un ruban qu'on coupe d'un coup de ciseau. Par exemple, la séquence de l'indépendance de la Tunisie, 1956. Schlack, coupé. Comme sur un tournage de cinéma. On passe à l'autre séquence. Bah non, en fait, c'est pas un 56 l'indépendance et ensuite c'est fini. C'est beaucoup plus complexe, stratifié, comme la mémoire, au fait. Donc voilà, comme je disais, donc cette présence forte française en Tunisie, dans mon pays, mais aussi c'est généralisable à plusieurs pays africains pour prendre vraiment cette région. Donc elle est présente dans mon pays, mon quotidien, ma langue, mes références. Elle est bien inscrite, sans que je n'y ai, je veux dire, il y a quelques années, jamais mis les pieds. Je ne connais pas la réalité du vécu de cette ville, de comment. Donc j'ai qu'une image, au fait, exportée, qui m'arrive par plusieurs canaux, mais que je ne connais pas. J'ai pas d'expérience vécue physique, j'entends, corporelle, sociale, etc. Donc donc voilà. Évidemment aussi, comme je disais tout à l'heure, cette présence aussi française et européenne d'une manière générale, elle est, comme je disais, pendant la saison estivale, très présente. Évidemment aussi, c'est la politique économique du règne de Ben Ali qui a fait asseoir l'économie sur le tourisme massif et pas cher, etc. Et dans ces pays-là, je pense que ça peut être également généralisable, ce point-là, c'est que, au fait, la majorité de la population ne peut pas avoir accès à payer un hôtel ou quelques jours à l'hôtel pour avoir accès à la mer, par exemple. Donc, on se retrouve dans des situations, et là, je parle pas forcément de mon cas, je parle d'un point de vue plus global, plus majoritaire.
par exemple, la population locale se trouve à pas pouvoir accéder à la plage et qui est réservée aux touristes. Et on va mettre, mais ça existe dans plein d'hôtels, résidents, non résidents. Et enfin, c'est assez intéressant de se considérer, enfin, entre guillemets, dans son pays comme non résident. C'est l'image renvoyée en permanence. Aussi, une autre image comme ça qui m'a interpellée, qui peut paraître banale, hein, mais moi qui m'arrête, c'était à l'aéroport de Palerme. Donc, au fait, c'est la ville européenne la plus proche de la Tunisie, hein, géographiquement, mais aussi par plusieurs aspects culturellement, hein. Effectivement, il y a une culture méditerranéenne et particulièrement, il y a une culture partagée, au fait, italienne, tunisienne, du fait aussi qu'il y a une immigration italienne très importante au 19e siècle en Tunisie, avant et durant la colonisation, et des échanges très nombreux. Et donc, Palerme, pour moi, voilà, c'est une continuité un peu européenne, d'accord, et quand on arrive au poste de contrôle des passeports, on indique deux couloirs. C'était Citizen et Other. Et cette distinction m'a vraiment interpellée, même si voilà, on a l'habitude d'être considéré comme autre. Mais citoyen d'un côté, autre de l'autre, tout de suite, je n'ai pas compris. Euh, et évidemment, quelques minutes plus tard, je me suis dit oui, c'est par rapport à l'Europe, citoyen européen. Et les autres, on va même pas dire citoyen extra-européen, citoyen quelque part, ailleurs, autre. Et donc voilà, c'est aussi une deuxième image enfin, il y en a plusieurs, mais celle-ci, elle est pas très, enfin, elle est assez récente et voilà. Donc on a d'un côté les citoyens et de l'autre les autres. Enfin, ce qui reste du monde. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à peut-être un peu plus mon cas, parce que, comme je disais, j'essaye de réfléchir et de créer tout ça à partir de là où je suis située. Évidemment, quand on vient d'Afrique et qu'on a le privilège d'avoir un visa, une carte de séjour comme moi, on est bien conscient de la masse énorme des personnes, en fait, qui n'ont pas cet accès-là, qui n'ont pas obtenu cet accès. Et au fond, de tous ceux qui restent sur le quai ou traversent voilà, la Méditerranée, ce que j'appelle le mur de la mort, à leur risque et péril, étant été conditionnés comme nous autres, hein, à partir tout court aussi. Parce que là, je dis conditionnés de partir en Europe, mais on est tous des êtres amenés à nous déplacer, à faire des expériences ailleurs, à nous renouveler, au fait, ailleurs. Donc, et il n'y a pas très longtemps, et j'ai trouvé que c'était une réflexion que je vous soumets aussi, que je partage comme ça, qui m'a beaucoup interpellée, sans forcément l'analyser jusqu'au bout, parce que Donc, un ami me disait que les exilés, c'est celles et ceux qui sont restés sur le quai. Et je trouve que cette inversion peut être très intéressante, parce que les exilés, finalement, ne sont plus ceux qui se sont déplacés, qui ont un peu perdu leurs repères, leur famille, etc., leur territoire, mais c'est ceux qui sont restés sur le quai. Et je me suis dit, au fond, c'est pas faux, parce que, ou ils peuvent, en tout cas, parce que ces personnes, non seulement qu'on leur interdit le droit d'avoir des droits, et le premier, c'est le droit à la circulation, mais aussi, c'est des gens, des personnes, des populations même, qui n'éprouvent plus d'ancrage dans leur société parce qu'ils ne trouvent plus de travail, parce que
Ils ont plus de perspective là où ils sont, parce que pour plein de raisons. Euh, Parce que voilà, ils sont dans une précarité ou tout simplement, on a tous besoin de se déplacer à un moment donné et plus d'horizon. On a besoin de voir un peu plus loin. Et je trouvais que cette question de dire ceux qui sont restés sur le quai, c'est eux les exilés, c'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers jours. Euh, donc, c'est à partir de cette expérience spécifique aux personnes issues des sociétés postcoloniales, qui soient étudiants, travailleurs, qui ont migré en France, que je nommerai donc, comme je l'ai dit, l'étranger familier. Ce sujet étranger est nettement plus familier parfois qu'un Européen d'un autre pays, par exemple, à la culture française, pour prendre cet exemple. Voilà. Sauf que, évidemment, le droit d'avoir des droits est totalement asymétrique. Pour reprendre Achille Mbembe aussi, par rapport à cette question d'être imprégné de cette culture, de cette langue, et comment faire avec, il disait, par rapport à Paris et à la France, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de passage, en route pour un ailleurs, un passant. Mais en même temps, certaines manières de penser, de raisonner et d'argumenter me sont devenues familières. Du point de vue de l'esprit, j'ai fini par devenir un habitant, du point de vue de l'esprit. Un héritier de par l'acclimatation à la langue, au goût et aux mœurs du pays. Voilà, je trouve que ça dit bien vraiment cette double construction que nous pouvons avoir en tant que voilà, en tant qu'Africains issus de pays ex-colonisés. Donc, une fois cette spécificité posée de l'étranger africain, particulièrement, je parle issus de pays dits francophones, une fois que la frontière géographique franchie, on arrive à la rencontre avec une réalité sociale, urbanistique, politique du lieu d'arrivée. Et pour mon cas d'étude, c'est la métropole parisienne. Comme je disais aussi, n'ayant pas vécu là, ni voyagé auparavant en Europe, l'expérience de cette rencontre fut celle d'un choc. Ce que Walter Benjamin appelait le choc Erlebnis en allemand. Cette rencontre m'intéresse évidemment du point de vue de l'étranger, d'une part, donc de ce point de vue, et d'autre part, depuis l'expérience sensible, d'abord, c'est-à-dire ce qu'on ressent, au sens corporel, au sens l'expérience sensorielle, à travers l'activation des sens dans cette rencontre, voilà, qui sera mon prisme là pour décrire un peu cette rencontre. Car la grande ville a des effets très particuliers sur l'étranger qui fondent son expérience, au fond, exilique. Expérience exilique, c'est une notion que je prends d'Alexinous. Donc, ces effets particuliers, c'est la solitude, par sa condition même, son ressource familiale, sociale, économique, etc. La vulnérabilité, l'absence de repères, de réseaux relationnels, mais aussi de n'être reconnu par personne, c'est-à-dire en bas de sa rue, et un sentiment de discontinuité, de fracture. Il y a perte d'un statut social et même de déclassement, parfois, pour être réduit à un seul statut, celui d'être étranger, pas seulement étranger, mais en plus à durée limitée. D'ailleurs, il faut un travail de déconstruction énorme souvent et de reconstruction forcément intime et longue pour retrouver une puissance subjective, voire, disons-le, une dignité. C'est-à-dire de devenir sujet de sa vie, de son identité, de son intégrité. Parce que les étrangers en situation précaire ont tendance à se voir eux-mêmes comme le reflet de leur carte de séjour
ou de leur carte de réfugié. Et c'est encore pire quand on est sans papier. C'est-à-dire, je ne suis que ça. Et tout te conduit à te réduire à ça. Je suis un sans-papier et donc je suis rien, quoi. Je suis rien ni personne. Je veux dire, tout dans la société te dévalorise en permanence. Et c'est très compliqué de... C'est pour ça que je parle d'un travail énorme pour retrouver une dignité. Donc, comme je disais, une dévalorisation terrible de soi, puisque toute projection est court-circuitée par la date d'expiration de la fameuse carte de séjour. Ou, encore pire, par le contrôle d'être pourchassé par des policiers détenus dans un centre de rétention pour être expulsés. Donc le statut de l'étranger est un statut évidemment infériorisé et ne donne que peu de droits. Et c'est un statut qui menace en permanence que l'on est potentiellement expulsable. Il y a pas de... Il y a tout le temps cette possibilité. Évidemment, selon les situations qui sont extrêmement différentes. Donc, je reviens maintenant à cette expérience du choc que j'ai évoquée pour décrire et analyser le point de vue du corps exilé. Et ensuite, je développerai voilà, la traduction de cette expérience un peu avec des outils et des médiums artistiques, particulièrement avec la vidéo-performance. Donc, l'étranger au fond, n'a pour seul outil d'investigation de cette ville où il débarque que son corps, au fond. Et cette investigation, cette découverte, cette exploration se passe par la marche. Donc la ville se traverse par la marche, pas à pas. Les pieds, dans cette expérience, ne remplissent plus la fonction de se déplacer seulement, mais deviennent des prolongements sensoriels de toutes les impressions captées par le corps et par la perception. Les pieds errants inventent un itinéraire, un pas après l'autre, guidés par la seule motivation de ce qui se passe, quoi. Comment ça fonctionne ici, qu'est-ce qui... Donc ce paysage urbain est inspecté à dimension humaine par la marche, selon ce rythme-là, examiné voilà, par les yeux, saisi par les sens. Et il se fabrique au fur et à mesure une synthèse confuse entre ce qui est déjà là et l'absorption sensorielle des ambiances urbaines arpentées. Alors, quand je parle de ça aussi, je parle de synthèse confuse, tout ça, je pense à Paris, hein, et je pense au centre de Paris. C'est quand même très particulier. Je parle d'une métropole extrêmement dense, extrêmement voilà, saturée, extrêmement violente, au fond, pour les sens. Pour le corps, donc puis cet étranger, c'est quelqu'un qui est dépaysé de ses repères géo-affectifs, de ses coordonnées quotidiennes, de ses trajectoires habituelles. Donc il pratique cette marche, cette exploration, une espèce de flair comme ça, de saisir ce qui se passe, de comprendre un peu les codes. Et le dépaysement est vraiment vécu dans cette expérience par une espèce de perte littérale de soi, qui rejoint ce passage aussi à ce statut d'étranger. On ne sait plus qui on est déjà dans ce statut. On met du temps à s'en sortir pour pas être réduit à simplement ce statut. Et en plus, le vécu empirique de la ville, n'ayant pas de repères, n'ayant pas de... mène à une forme de perte de soi, quoi. Une perte, on ne sait plus trop... Donc moi, cette expérience très confuse, flottante, on ne sait plus où on en est, où on est, qui on...
m'a beaucoup intéressée. Donc, l'espace semble un peu éclaté, fragmenté, mais c'est aussi une expérience qu'on peut faire quand on voyage dans complètement un pays extrêmement différent, peut-être. Mais là, il s'agit d'une vulnérabilité particulière aussi de ce corps marchand. Donc les sons, les images, les apparitions des corps, les rythmes, les mobilités se synthétisent dans une ophtalmie vertigineuse qui ne fait qu'accentuer le désordre silencieux de ce corps exilé, lui-même en état de flottement. La découverte de la ville se réalise en fragments entre impressions visuelles, brouillage sonore, mélange olfactif. Le corps en déplacement est incapable de saisir la ville dans son ensemble. Les sollicitations du comportement, bousculade, faire la queue, s'arrêter au feu, descendre la bouche du métro à un certain rythme, prendre la droite, prendre la gauche, s'immobiliser dans l'attente du train, attraper le flux de la montée, mais aussi des sollicitations visuelles, l'abondance des vitrines commerciales, la circulation des corps, l'architecture qui environne, des sollicitations auditives, le bruit des véhicules, les sirènes, les terrasses de café, la musique des magasins, enfin voilà. Quand je parle de vertige, c'est un peu toutes ces données-là des grandes villes, voilà, capitalistes, occidentales, et dans des lieux extrêmement saturés aussi. Donc cette pratique de la marche, voilà, elle renseigne sur l'urbain, sur l'environnement urbain, et simultanément, on se sent, ce corps se sent anesthésié de la sensation de lui-même. On se perd. Mais je pense aussi que ça arrive aux habitués aussi, à certains moments. Mais là, c'est vraiment une expérience plus intense. Donc il y a une sorte de noyade, on ne sait plus où on en est, qui on est. Voilà. Donc, et puis la marche quand même, ses appuis, hein, ses pieds, ses jambes, c'est à la fois se dégager un trajet et secrètement, on essaye de se dégager une trajectoire à soi, sans forcément y parvenir. Donc voilà, je disais, c'est cet état donc qui se rapproche du somnambulisme, caractérisé par cette expérience immersive dans une grande métropole. Euh, et puis, comme je disais aussi, c'est des effets de simultanéité, de croisement hâtif, de marche pressée, de corps empressé, compressé dans le métro, qui caractérisent cette expérience. Donc les stimuli sont extrêmement sollicités. Les sens plutôt sont extrêmement sollicités par les stimuli. Et on est dans une sorte de présence-absence où le corps est là et en même temps pas tout à fait là. On est là, ouais, en tant que corps peut-être, mais pas en tant que sujet. Et, euh, et donc il y a une forme d'errance. Une forme d'errance à tout point de vue. Intérieure, physique, perceptive, sociale, etc. Zimmel, Georg Simmel, qui est un sociologue allemand, qui est un peu le fondateur de la sociologie côté allemand, c'est Durkheim côté français, théorise ce qu'il appelle l'intensification de la vie nerveuse, déjà au début du XXe siècle, afin de déceler les traits d'une inquiétude indissociable de l'être citadin des grandes villes post-industrielles. La morphologie de la ville est bouleversée par la division du travail dans le contexte de l'expansion industrielle de l'époque, ce qui a mené à la densification massive, le développement des transports urbains, l'élargissement du périmètre de la ville. Toutes ces transformations rapides de la croissance urbaine ont conduit à l'isolement de l'individu. Ça, c'est Simmel qui l'explique. Le cloisonnement de chacun dans un rôle social déterminé et entériné l'individualisme moderne. Simmel considère, j'ouvre les guillemets, la base psychologique sur laquelle repose le type des individus habitant la grande ville est l'intensification de la vie nerveuse, qui résulte du changement rapide et ininterrompu des impressions externes et internes.
Je ferme les guillemets. Donc Zimmel dresse en quelque sorte le portrait psychique et sensitif de l'habitant des grandes villes et la mentalité ambiante voilà, qui se résume selon lui en 3 traits caractéristiques. L'intellectualisation des relations sociales, l'impersonnalité des échanges et le caractère blasé et réservé des citadins. Et si Zimmel là parle du début du XXe siècle, hein, c'est Les grandes villes et la vie de l'esprit, c'est un petit livre, mais c'est un extrait d'une conférence de Zimmel de 1902. Eh bien, l'étranger qui se confronte à une grande ville occidentale se confronte exactement à ça, à cette intensification de la vie nerveuse, au fait. C'est ça le choc, entre autres, hein, mais c'est une grande part de ça. Et ça, c'est vrai que on est dans une part culturelle qui n'est pas communicable, comme je disais au début, à travers l'image, la télévision, etc. Ça, c'est le vécu. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le quotidien. Quant à Walter Benjamin, il développe son approche au moins sous 2 angles. Walter Benjamin, je rappelle, qui était exilé à Paris, fuyant l'Allemagne nazie dans les années 30. Et donc, il a aussi beaucoup étudié Paris en tant qu'objet d'études très, très important. Donc, Walter Benjamin parle des effets de travaux d'Haussmann du milieu du 19e siècle, donc sur la reconfiguration urbaine parisienne, et le filtre des conséquences engendrées par ce qu'il appelle reproductibilité mécanique des images sur les conditions perceptives du citoyen au sein de son expérience sensible. Les travaux d'Haussmann, milieu du 19e siècle, sur la ville de Paris, c'est vraiment la transformation de la ville avec l'avènement de la révolution industrielle, de purifier la ville. Mais purifier, ça veut dire retirer tous les quartiers pauvres, faire un nettoyage social assez d'une grande violence au fait, c'est-à-dire les ouvriers, les pauvres, enfin qui représentent la majorité des citoyens, mais aussi créer ce que vous connaissez certainement, les grands boulevards parisiens, pour contenir au fait, entre autres, dans un objectif très policier au fait, pour contenir les manifestations populaires, les contestations populaires, parce que on va créer un boulevard dans lequel le flux des corps, et on le voit encore aujourd'hui avec les gilets jaunes, comment on va arrêter ce flux d'une manière très efficace. Et donc, il faut les passer dans un énorme canal et voilà, les centraliser tous dans un même flux que les policiers peuvent court-circuiter. Donc voilà, les premières décennies du XXe siècle marquent les mutations profondes de la perception qui devient, selon les termes aussi de Benjamin, c'est l'autre revers aussi des changements de la métropole. C'est une perception, la perception devient tactile. Et Benjamin, il va lier ce changement au développement de la photographie et du cinéma. C'est-à-dire que les images produites par le cinéma, qui va donner aussi évidemment la publicité urbaine, etc., vont profondément modifier la perception au sein des grandes villes par les effets de gros plans, de profusion des images, les supports publicitaires, les affiches de propagande politique, etc. Ça va créer tout un changement dans la perception humaine, en fait, dans les grandes villes. Et surtout que la caméra, au fait, l'approche de la caméra au réel, elle va annihiler la distance entre l'objet filmé et le filmant. Par exemple, il dit, voilà,
Benjamin parle, je ne vais pas entrer là-dedans, dans la perte de l'aura, hein. Le peintre observe en peignant, il y a une distance naturelle entre la réalité donnée et lui-même, mais le caméraman pénètre en profondeur dans la trame même du donné. Il n'y a plus de distance. Donc Benjamin rencontre justement cette expérience par la mise en évidence des liens entre perception discontinue de l'habitant des villes, suite à un phénomène de fragmentation de la perception, et de l'attention flottante, hein, les chocs, les automatismes, le rythme saccadé, et par ce qu'il appelle l'époque de la reproductibilité technique. Là, on a évidemment surdépassé la reproductibilité technique. On est dans l'infinie reproductibilité numérique, avec la présence des écrans en mouvement partout, avec les phénomènes de 3D. Enfin, c'est parti très loin. Donc, mais c'est important de savoir aussi d'où vient en fait, de travailler sur ce changement de perception au cœur des villes, au cœur de l'environnement urbain, pour saisir les phénomènes d'aujourd'hui. Et donc Benjamin, comme je disais, évalue les changements des conditions de la perception dans les premières décennies du XXe siècle par le mouvement de la métropolisation, d'une part, et l'expansion de la photographie et du cinéma qui bouleverse les paradigmes perceptifs. Donc les symptômes de la modernité s'étudient pour lui, et surtout pour Simmel, à partir de la vie urbaine, en fait, de la fin du XIXe siècle, au cœur de ce mode de vie qui devient progressivement technicisé et rationalisé par l'économie monétaire, le développement industriel et la prédominance de l'intellect sur l'affect. Bref, ce qu'on peut dire le régime capitaliste. Enfin, Walter Benjamin fait allusion aussi au phénomène de l'anonymat, qui s'est progressivement installé dans la vie moderne. Les citadins deviennent des étrangers les uns aux autres, se retrouvant souvent confrontés à une contiguïté physique due à la massification démographique des métropoles et la condensation des réseaux de transport. Cette reconfiguration urbaine du 19e aura des conséquences directes, hein, sur les relations entre les habitants, qui se dessinent par des pratiques de l'évitement d'autrui en termes de croisement de regards, d'échanges, etc. Donc, il y a une résistance à la pression nerveuse qui s'installe chez le citadin, qui se méfie de tout, de son voisin, des autres, etc. Et surtout, peut-être encore plus des étrangers. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer la toute première vidéo performance que j'ai réalisée après 3 mois de mon arrivée à Paris, qui traduit un peu tout ce que je disais et d'autres choses.
Dans les... Dans les camps de réfugiés, les organisations humanitaires ont bien du mal à tenir leur registre. Ils croisent des enfants qui jouent à l'intifada. C'est normal, ils s'amusent. Dans ce camp surpeuplé, 80% de la population n'a pas de travail. Elle ne survit que grâce à l'aide humanitaire. Inch'Allah, nous espérons qu'il y aura bientôt la paix entre Israéliens et Palestiniens. Nous en avons besoin. C'est d'être camionneur depuis quelques mois, il ne peut plus payer son loyer. C'est pitoyable, toute cette lutte pour en arriver là. Tout ça, pour rien. Combien ont encore un ou deux parents? Une seule chose est sûre, tous sont des miraculeux. Normala et sa famille vivaient ici, non loin du marché aux poissons. C'était le quartier le plus animé de... Au Sri Lanka, dans ce pays, des associations depuis des années sont spécialisées dans l'aide à l'enfance, et en particulier le parrainage par des occidentaux d'enfants qui pourront aller à l'école, rester dans leur famille grâce à la solidarité. 3 morts et 2 disparus, comme le bilan de gens violents et de différenciés. Au Royaume-Uni, certaines villes comme Carlisle ont été totalement coupées du monde, maisons évacuées, zones coupées d'électricité. C'est un ferry qui s'est échoué. La phase d'urgence est passée. Notre but à nous est d'établir des relations durables avec les gens. C'est pour cela que nous passons beaucoup de temps à nous présenter, à parler avec les habitants, sinon ça ne marchera pas. Portés par les feux. L'eau monte de plus en plus haut et gagne les étages des maisons. Tout ce qui se trouvait sur le passage de la vague a été emporté. La surface de l'eau est à peine visible et la vague gagne encore en puissance. Dans l'actualité de ce dimanche, la violente tempête qui a touché l'Europe du Nord s'est apaisée en se déplaçant jusqu'aux frontières de la Russie.
toute première vidéo qui date donc de mon arrivée à Paris. Ça veut dire, ça fait un bail, début 2005. Et mais elle traduit vraiment parce qu'elle est réalisée 3 mois après mon arrivée. Et il y avait voilà une nécessité assez et puis enfin profonde, corporelle, épidermique, de tout de suite capter ce qui se passe dans le corps, dans mon corps, à l'extérieur, la perception. Par exemple, les vidéos que vous voyez à l'extérieur qui bougent beaucoup à certains moments, c'est parce que la caméra est collée au buste
Et je voulais un peu capter ce que voit le corps, en fait. Pas simplement les yeux arrêtés sur un trépied, mais donc je circule entre les gens et tout ça, et voir quel type d'image capter à partir d'une caméra greffée un peu sur le corps. Donc voilà, c'est aussi des plans de la rue de Rivoli, boulevard Sébastopol. On est vraiment au centre de Paris. Et les halles aussi, par rapport aux escalators, par exemple, ou là où il y a le train. Et la caméra, au fait, je l'ai très vite prise parce qu'elle me permettait de décrypter, au fait, de prendre du recul par rapport à l'expérience vécue, dans le sens où je filme les passants, la circulation urbaine, enfin tout ce qui se passe autour de moi. Et chez moi, je vais visionner cet environnement parisien comme si c'était voilà, sur des images, sur un écran, pour vraiment décrypter les codes, les normes, les comportements, les codes implicites, explicites, les automatismes, les réflexes, voilà, donc tout un certain nombre de codes très particuliers aux grandes villes et dans les interactions aussi entre les corps, etc. Donc la caméra me permettait en quelque sorte d'avoir un regard anthropologique sur ce milieu. Et évidemment, comme vous l'avez vu aussi, la caméra est une manière ça, c'était très important pour moi parce que donc filmer, c'est non seulement s'approprier son regard, mais aussi construire sa propre perception, évidemment, et s'extraire de sa condition d'étranger à durée limitée, illégitime ou partiellement illégitime, mais surtout le cadre, au fait, comme vous voyez dans les scènes de performance, de danse très courts, le cadre devenait un espace où l'on pouvait exister. Je parlais de l'anonymat, de l'effacement du corps, de la perte de soi, etc. Et au fait, la caméra aussi devenait un espace virtuel, une scène à travers l'opération du cadrage où ton corps, le corps, pouvait exister. Ce corps qu'on retrouvait plus, un soi, en fait. C'est un espace virtuel à la réinvention de sa subjectivité, qui passe, pour moi, par l'image du corps. Donc la caméra, voilà, a été ces double instrument très important dans ce sens de se réinventer en tant que corps étranger. On peut aussi parler d'un corps en exil. Et vous voyez qu'il y a plusieurs stratifications. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi un autre travail qui s'intitule Le bout du monde est au bout de ma rue, qui en gros, j'ai pris le plan du quartier où j'habitais. Donc, j'avais une chambre de 9 mètres carrés, voilà, au 3e arrondissement à Paris, dans un quartier qu'on appelle le Marais, qui est très branché, très bobo, très gay, oui. Et quand on est étudiante étrangère, maghrébine, fauchée, on sent un décalage énorme avec la population du quartier, quoi. Donc voilà, j'habitais là, mais j'arrivais pas à habiter là en réalité. Pas parce que c'était simplement le Marais, et parce que, encore une fois, à partir de ce statut d'étrangère à durée limitée. On a un nouveau statut aussi à ce moment-là. Donc j'ai pris une portion du quartier et le parcours que je faisais tous les jours. Parce que il faut, je pense que peut-être vous l'avez expérimenté, quand vous changez de ville, de pays, on est très vite amené à se construire très vite des habitudes.
même, enfin, d'itinéraires, d'habitudes, de repères. Tel supermarché, telle bibliothèque, tel magasin. Voilà, on veut très vite se repérer. Et pour moi, ça passait par, voilà, tous les jours, je fais cet itinéraire, donc entre ma chambre et la bibliothèque du Centre Pompidou. Et donc, j'ai pris ce fragment donc de la carte de Paris qui au fait suit cet itinéraire pour questionner le fait d'habiter, le sentiment d'appartenir ou de ne pas appartenir à un territoire. Et ce travail a été vraiment en quelque sorte un acte pour s'approprier un espace que je traversais quotidiennement, mais où je me sentais toujours pas ni appartenir, ni exister, ni comment dire habiter au fait cette spatialité-là, ce lieu. Et donc il s'agissait voilà de laisser des traces de mon passage à travers plusieurs traceurs, en traçant la silhouette de mon corps sur les murs qui suivent les rues que je traverse tous les jours. Et en gros, ça a donné un travail de performance qui a été filmé, photographié, et qui vraiment se construit sur le marquage de ma présence sur donc ces rues traversées quotidiennement. Et c'est une expérience donc nourrie par la nécessité de donner un sens au fait d'habiter un lieu. Qu'est-ce qu'habiter ? Et au fond, habiter, c'est aussi se rendre visible, c'est laisser une trace, et c'est marquer son corps. Et au fait, c'est une expérience aussi extrêmement, je dirais, animale, dans le sens instinctive, comme un chien aussi, qui va marquer son territoire en pissant à chaque bout de rue qu'il traverse. C'est une manière pour lui de marquer son passage, laisser une trace de son passage pour les autres chiens qui vont arriver après, de dire c'est mon petit marquage de territoire. Évidemment, il ne s'agit pas d'une conquête de territoire au sens de domination, pas du tout. C'est vraiment le contraire. C'est un marquage extrêmement temporaire. Et donc voilà, c'est une opération matérielle, matricielle, visible et organique qui formule ma présence en tant qu'être là. En d'autres termes, donner corps à un corps invisible, exilé, effacé, sensible, qui défie son annulation, son effacement. Car tacitement, on est amené, comme je disais, à s'accommoder à cet effacement en adoptant dans la vie courante un ensemble de codes sociaux, normatifs qui façonnent tous nos comportements, nos gestes, nos attitudes. Donc cette mise en acte de la présence du corps s'effectue donc dans cette intervention par plusieurs traceurs, comme je disais, avec des témoins et tout, quelqu'un qui filme, quelqu'un qui photographie et un autre qui trace par la craie. Donc vraiment, c'est comme si c'était important de marquer un témoignage avec plusieurs personnes que prenez ce moment, voilà, filmer ce moment, photographier ce moment, garder des traces de ce moment-là, de ce passage. Et est-ce que j'ai encore du temps ou on lance la discussion dans 2 minutes ou... Ok, ça marche. Ouais, donc je vais faire des sauts. Donc voilà, cette performance, elle travaille un peu cette relation triangulaire entre le corps, l'espace, le territoire. Et après un déplacement géographique, il y a cette nécessité donc de s'imprégner d'un territoire, comme je disais. Et cette imprégnation se passe par le corps. C'est une action qui tend à s'approprier une géographie subjective au sein même de l'itinéraire quotidien. Sillonner mécaniquement,
ici, comme je disais, entre ma chambre, la bibliothèque. En quelque sorte, le territoire que je dessine de mon corps, de mes pas, par les images témoins, redéfinit non seulement mon emplacement actuel, mais aussi une réinvention subjective de ma carte d'identité, dont je définis moi-même les paramètres. Il y a Mathias Yoshenko, il écrit « Un territoire n'est pas plus qu'un corps, qu'une chose naturelle. Ils doivent tous deux se faire, et notamment par les déplacements. Si je dis « les territoires s'enfoncent dans les corps », c'est parce qu'à force d'arpenter des territoires, ils finissent par vous hanter. Le corps finit par charrier avec lui toute une suite de lieux qu'il plie et déplie au moindre geste. Il n'a pas seulement une histoire, il indique une géographie. Cette manière donc de se réancrer, de se créer ses propres coordonnées territoriales, de se faire témoin conscient de ces mutations internes, silencieuses, corporelles, traduit une réinvention subjective, ou comme dirait Selwa Lusbulbina, dans un texte qui s'appelle « Les Arabes peuvent-ils parler ?», elle dit « On peut devenir non pas autre que soi, mais autrement soi-même ». Et je finirai là.